Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Quelle joie de recevoir Lisa Gachet, la créatrice de Make My Lemonade, qui, je ne sais pas si vous aviez suivi la grande nouvelle, a lancé en novembre dernier Lemonade Home, sa collection maison. Joie, c'est un mot qui va beaucoup revenir, je crois, je vous préviens, parce que ce mot et ses effets sont un moteur pour Lisa dans tous ses innombrables projets. Vêtements, accessoires, déco, vidéos, photos, elle infuse partout son univers coloré, vitaminé, accessible et positif. Un environnement créatif qui fait du bien et ce ne sont pas les 378 000, je crois, fans de la marque sur Instagram qui nous diraient le contraire. Lisa a 35 ans, elle est ultra inspirante et elle est assise en face de moi, alors c'est parti. Bonjour Lisa. Bonjour Hortense. C'est difficile de te présenter et j'aime pas trop quand on demande à la personne de se présenter, mais je vais quand même le faire. Comment tu te présenterais ton métier ? Je dis que je suis la fondatrice et la directrice artistique de Make My Lemonade. Ok. Donc ça englobe plein de choses. Déjà que j'ai créé cette marque en 2015 et aujourd'hui je prends toutes les décisions créatives de Make My Lemonade et Lemonade Home. Donc je dessine les formes, les imprimer. Je suis aujourd'hui seule à la création. Qu'est-ce que tu voulais faire petite ? Tu pensais que t'en serais là aujourd'hui ? Alors enfant, j'avais pas mal de projets. Je crois que mon premier souvenir, c'est que je voulais être fleuriste à mi-temps et archéologue l'autre moitié du temps. Et après, quand j'ai fait des études et que j'ai passé mon bac, j'ai fait un STI art appliqué. Ça a changé de nom depuis. Et toutes les filles de ma classe voulaient être stylistes. Et moi, je voulais pas faire comme tout le monde, mais au fond de moi, j'avais très envie d'être styliste aussi. Mais je disais que je voulais être architecte d'intérieur. Et finalement, je me suis quand même bien renseignée, les écoles d'archi, et je me suis aussi renseignée à Boulle, Estienne, Duperré. Et au dernier moment, je crois que j'avais trop peur d'avoir des regrets. Et j'ai pris la voie de Duperré pour la mode. Et alors, on va parler de Make My Lemonade. Je le dis bien, Make My Lemonade. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je suis pas parisienne. J'ai vécu 18 ans à Paris. À Bordeaux. Et en fait, je viens de vivre 18 ans à Paris, donc c'est pour ça que je suis bientôt moite-moite. Et quand je suis arrivée à 18 ans, je connaissais absolument personne. Et j'étais toute seule dans mon studio et je déprimais. Et depuis toujours, quand j'ai pas le moral, je me dis qu'il faut que je fabrique quelque chose de beau pour me faire du bien et me sentir fière. Et je peux pas t'expliquer, c'est un exutoire. Il faut que je fabrique quelque chose et il y a que moi qui peut avoir la définition du beau, mais c'était un peu mon refuge. Et j'ai une tante qui vit aux États-Unis depuis, 40 ans. Elle m'a dit when life gives you lemon, make lemonade. Donc j'étais là, de quoi elle parle ? Donc quand la vie te donne des citrons, des choses qui sont acides, fais-en de la citronnade, donc quelque chose de doux. Donc moi, quand j'étais déprimée, je transformais les citrons de la vie en quelque chose de beau qui me faisait du bien. Donc elle me disait mais tu make your lemonade, et du coup c'est resté. Je crois que c'était une jolie fable. Ah ouais, t'as raison. J'aurais jamais imaginé. C'est top cette explication. Et longtemps elle me disait ça, je comprenais pas. Puis un jour, j'ai eu un éclair de me dire mais en fait
j'ai compris. Alors, comment est né justement Make My Lemonade après? Donc, tu as fait tes études, tu disais, pour être styliste. J'ai fait styliste et direction artistique à Duperré. Donc, je fais un BTS et une licence. Et après ça, j'ai travaillé 1 an et demi chez Yves Saint Laurent au studio Homme. C'était génial. J'ai eu beaucoup de chance et j'ai appris plein de choses. Pendant mes études, je m'étais spécialisée dans la mode enfantine. Encore une fois, pour pas faire comme tout le monde, parce que tout le monde faisait de la femme, et je me dis que jamais je ressortirais. Donc, je m'étais dit que la mode enfantine, c'était pas mal. Et j'ai adoré faire ça. Et donc, j'ai enchaîné les 3 CDD légaux chez Saint Laurent. Et au bout du 3e, on me proposait un poste, mais j'avais 2 mois de battement entre mes 2 contrats. Je pouvais devenir styliste bijoux. Et vu que j'ai la bougeotte et que je me voyais pas demander de l'aide à mes parents ou retourner dans un bar pour payer mon loyer, j'ai cherché ailleurs et j'ai eu un entretien chez Bonpoint. Donc j'ai été prise chez Bonpoint pour être l'assistante de la directrice artistique. Ça s'est pas très bien passé et j'ai décidé que jamais, si j'avais des collaborateurs un jour, je les traiterais mal comme j'ai pu être maltraitée au travail. C'est là où je me suis dit, ça va être très compliqué de me lever tous les jours pour travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, je savais pas qu'une autre voie était possible, mais ça a été le début de l'indépendance. Ouais. Et donc, tu as créé ton blog, c'est ça, où tu partageais à ce moment-là? Alors, j'ai créé le blog en 2012, où je partageais justement qu'on pouvait faire des choses de ses 10 doigts sans que ça ait l'air d'être fait maison. Enfin, que ça pouvait avoir un... Aujourd'hui, c'est dingue quand je vois la résonance que peut avoir TikTok ou des influenceurs déco qui qui rénovent des meubles, qui font des maisons, qui font du béton ciré, des choses complètement dingues. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose et ça me plaisait de, on va dire, démocratiser le fait main sans que ça ait l'air de ta grand-mère qui fait du crochet et du macramé, quoi. Ouais. Et donc tu partageais du do it yourself, de la déco, des bons plans, des bonnes adresses. Alors je partageais de la mode aussi, des recettes de cuisine. À l'époque, il n'y avait pas trop de blogs, on va dire généralistes. C'était plutôt que de la mode, en France du moins, que de la mode, que de la cuisine, que du voyage. Et moi, j'avais pas envie d'être dans une case, donc je me suis dit que j'allais parler de tout ce qui m'intéressait. J'ai eu du succès très rapidement. Et j'ai eu beaucoup de chance. Mais comment on l'explique justement, ce succès, cet engouement à l'époque et même encore aujourd'hui pour le do-it-yourself, le fait de faire quelque chose avec ses mains, quand on n'est pas forcément manuel, explique à peut-être une partie des auditeurs, qu'est-ce que ça te procure, tu vois, qu'est-ce que ça t'apporte de savoir faire ta jupe ou tes rideaux? Je pense que c'est une sorte de fierté et il y a aussi quelque chose d'instoppable. Pour moi, j'ai pas envie de me dire je sais pas faire mes rideaux, je vais attendre d'aller chez un couturier ou je vais demander à ma mère ou je vais demander à un tapissier. Je peux le faire en fait. C'est comme j'ai fait le carrelage de ma cuisine et j'ai regardé des tutos sur YouTube et en fait c'est l'adrénaline ou la sérotonine de te dire j'ai passé le cap, je me suis lancée et j'ai réussi. Et finalement, c'est pas... Alors évidemment, c'est des métiers, mais c'est pas insurmontable. Ce sera jamais fait dans peut-être les règles de l'art, mais le résultat est tout aussi enthousiasmant. Et alors, comment t'en es arrivée à lancer Make My Lemonade? Je crois qu'avant, c'était des patrons, mais je crois que tu le fais toujours, des patrons en fait à utiliser. C'était plutôt autour de la couture. Finalement, t'as pris l'angle mode. Alors, l'angle mode, parce que mes études m'ont appris ça. Et donc, dans le blog, jusqu'en 2015, les articles qui étaient le plus lus et le plus partagés et commentés, c'était tous les articles où je découpais mes vêtements de fripe pour en reprendre le patron et me le faire dans une autre couleur. Et je me suis dit, là, il y a clairement quelque chose à faire. Et à cette époque, l'industrie du patron de couture était beaucoup moins... pléthorique qu'aujourd'hui. Et l'idée, c'était de dépoussiérer un petit peu le burda ou le mode des travaux pour faire un perfecto, une robe avec des manches chauve-souris, essayer de twister la chose. Et il y a eu un engouement et pendant 3 mois, on a fait un patron par mois. Et très vite, on a lancé le patron ou le produit. Donc, soit on le fait soi-même, soit on l'achète tout fait. C'est comme ça qu'en mai 2015, la marque Make My Lemonade est née.
Et tu as été accompagnée ou pas? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent ce podcast et c'est toujours bien d'avoir un tout petit peu les détails. Ouais, alors au tout début, à ce moment-là, je vivais dans une grande coloc et j'ai un de mes colocs qui m'a dit si tu veux, on fait un business plan sur un bout de table. Et bon, pour lancer une marque de vêtements, recruter une modéliste, parce que c'est un métier aussi à part. Moi, je pouvais pas m'improviser modéliste, en tout cas pour grader toutes les tailles. Enfin, ça, c'est des choses que je savais pas faire et j'avais pas envie de mettre mon énergie dessus. Et du coup, je vois que pour la production, pour les packaging, enfin, le site internet, tout, il me faudrait à peu près 80 000 €. Et il me dit, ça, je pense que tu peux le te faire financer par une banque. Mais je te parle de ça, j'avais à peine 25 ans. Et j'avais l'air encore plus jeune que maintenant. Donc, évidemment. Comme là, tu fais 25 ans, ça veut dire que tu avais l'air d'avoir 15 ans. Non, mais j'ai vraiment l'air d'un bébé. Et tous les banquiers me rappelaient plus pour boire des coups que pour me prêter de l'argent. C'était assez compliqué. Je me suis pris pas mal de portes. Et j'ai décidé de... Enfin, en parlant avec cet ami, il m'a dit, va voir tous tes potes qui ont de l'argent. J'étais là, super, j'ai 25 ans, mes potes, ils sont pas de thunes, donc ça va être compliqué de faire ça. Et chemin faisant, je vais à une soirée, on me donne une carte, il y a écrit Business Angel. Enfin, j'y vais au culot et je rencontre des dirigeants qui me présentent d'autres gens et je rassemble cette somme. Donc complètement... quand j'y pense aujourd'hui, que je repense à la moi qui a 25 ans, je trouve ça délirant d'avoir eu le culot et le courage de le faire. Mais c'est cool. Enfin, je regrette pas, je me félicite. Et ouais, très rapidement, un patron par mois, ça devient une collection tous les trimestres et ça grandit comme ça. Et la première personne qui a fait les patrons est toujours dans la société aujourd'hui. Et non, c'est chouette. Ça a été une joie au quotidien. Genre vraiment, cette aventure est assez folle et pour l'accompagnement, c'est des gens du secteur de la mode. Et après, il y a eu un deuxième tour de table avec une levée de fonds plus conséquente pour l'ouverture de la boutique en 2018. Dont on va reparler. Tu as toujours eu un soutien d'une certaine communauté, de ta communauté, qui est très forte, qui est toujours actuelle. C'est important de soigner ce lien. Comment tu travailles ça? Je pense que c'est quelque chose d'hyper précieux et il faut... Ça n'a jamais été un calcul. Enfin, je me suis pas dit, je vais engendrer une communauté pendant 3 ans en faisant du do-it-yourself et après je leur vendrai des trucs. Ça jamais... c'était pas un calcul de ma part, c'était... Moi, j'avais fait le tour de la question, je bossais pour des marques, je faisais des vitrines, je faisais des ateliers. Et en fait, la magie du dessin, de la fiche technique et après du prototype me manquait. Et j'ai eu envie de retrouver cette magie-là. Et c'est comme ça que la marque est arrivée. Et je pense que j'ai partagé les dessous, j'ai partagé tout le cheminement avec cette communauté-là. Et je pense que c'est l'honnêteté et l'authenticité qui fait que ça fonctionne. Enfin, je me l'explique que comme ça. Aujourd'hui, tu es un peu chef d'entreprise, on peut dire. Carrément. Comment tu vis ça, ce nouveau statut? On dirait un blog, on va parler d'éco dans 2 secondes, parce qu'on dirait pas un blog, un podcast entrepreneur, mais je trouve que c'est intéressant. Comment tu vis ce nouveau statut? Comment tu restes, pour l'aspect, on va se rattacher à la déco, comment tu restes créative? Comment tu gères ce quotidien qui doit quand même sûrement être un peu différent de ta première passion? Alors, j'ai longtemps été sur tous les fronts et dans le dur jusqu'en 2021. Et en 2021, j'ai eu une petite fille. Et j'ai été obligée de lever le pied, mais j'ai repris assez vite. Elle avait 5 semaines, elle dormait sous mon bureau dans un transat. Enfin, elle est restée avec moi 6 mois et je me suis dit, je suis pas au boulot, je suis pas sa maman complètement. Enfin, c'était hyper frustrant. Tu découvres la culpabilité et j'ai pris la décision de chercher quelqu'un pour m'accompagner réellement, d'avoir un ou une directrice générale pour partager, on va dire, le fardeau de l'entrepreneur et surtout d'avoir quelqu'un avec qui on brainstormer tout le temps, remettre en question, se réinventer. Enfin, quelqu'un qui... C'est dur de trouver quelqu'un qui soit aussi impliqué que soi, parce que c'est pas forcément le créateur, mais j'avais besoin de trouver quelqu'un qui soit aussi enthousiasmé que moi sur le sujet. Et je l'ai trouvé il y a 1 an et demi.
Elle s'appelle Inès et elle est géniale. Donc du coup, depuis son arrivée, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de bandes passantes pour faire des choses créatives et être moins dans l'opérationnel sur des sujets financiers, de ressources humaines. Enfin, je reste toujours au courant de la stratégie, mais finalement, la création sans la stratégie, ça finit dans les musées. Donc, je préfère vraiment avoir des discussions nourries et passionnées avec elle. Je trouve que ça m'a vraiment, ça me sert sur ma créativité de nos échanges. Et comment tu travailles alors? Là, on est chez toi. Oui. Est-ce que tu travailles de chez toi parfois? Est-ce que tu as besoin d'être seule? Est-ce que tu... Alors, c'est très rare que je travaille de chez moi parce que je procrastine. L'appart est particulièrement bien rangé, les lessives sont faites, la vaisselle est rangée. Mais non, je travaille pas très bien de chez moi. Et oui, j'ai besoin d'être seule. Mais tous les jours, j'ai une heure seule au sport et après je vais au bureau. Et depuis 2 mois, j'ai un bureau fermé. C'est la première fois. Avant, j'avais une pièce en plus dans mon appart. Après, j'ai eu un bébé. Après, j'en ai eu un second. Donc, j'avais plus de place et j'avais plus de temps. Donc, il était urgent que je retrouve, on va dire, ma chambre à moi et un espace pour créer. Et donc, j'ai un bureau fermé. Et t'arrives à laisser la porte fermée? Alors, c'est encore nouveau parce que pour l'instant, il y a juste une table et une chaise. Donc, j'aime bien qu'elle soit ouverte et que des gens viennent me voir parce que c'est un peu la déprime. Mais je travaille... pour rendre cet endroit chouette. Mais pour l'instant, c'est un bureau vitré, donc c'est un peu un bocal. Donc il est temps que je mette des rideaux pour être un peu plus, tranquille. Tranquille, ouais. Alors, pendant toutes ces années mode, entre guillemets, hein, en parallèle, on a suivi les travaux que tu partageais chez toi. Tu as fait des collabs aussi avec Monoprix. Tu en as fait 2, je crois, avec Maison du Monde. Comment ça s'est passé, justement, cette première collab avec Monoprix? Ils sont venus te chercher? Ouais, alors Monoprix sont venus me chercher il y a longtemps, en 2017. Ouais. C'était génial. Franchement, j'ai l'impression qu'on pouvait tout faire. On avait fait de la mode et de la déco, c'est une collab un peu globale. Et je sais pas, moi j'étais restée sur un petit goût d'inachevé. Enfin, j'en avais envie encore. Et assez, pas rapidement, mais en 2022, j'ai fait une collaboration avec Maison du Monde. Et c'était vraiment très très chouette. Je suis très fière d'avoir collaboré avec eux. C'était leur première collaboration avec une personne, pas une marque. Enfin, c'était Lisa Gachet, Maison du Monde. Et en même temps, j'avais aussi une sensation de... J'aurais aimé faire plus, j'aurais aimé faire des tapis, j'aurais aimé faire des meubles. Enfin, c'était vraiment de la petite déco, de la vaisselle. Il y avait une lampe quand même. Et Monoprix est revenu, où je suis allée les voir. Je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais on avait beaucoup aimé travailler ensemble. Et la collection s'était très bien vendue. Et on s'est dit, go, on en fait une seconde. Et là, j'ai lâché les chevaux. Je crois qu'on a fait 180 références. Oui, c'est ça. Comment tu as travaillé avec eux, qui est vraiment une grosse machine, de la grande consommation? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Make My Lemonade, on fait des vêtements du 34 au 52. Et c'était une exigence pour la collaboration. Si on faisait aussi des vêtements, il fallait aussi qu'on propose un sizing aussi large et pas qu'on s'arrête à plus petit. Par exemple, Monoprix avait un volume d'achat pour une collaboration et ils ne pouvaient pas aller au-delà. Donc, plus ils vont acheter de vêtements dans toutes les tailles, moins on va pouvoir faire de références. Donc, on a dû couper dans la masse. Donc, on est passé de 180 références à 100. Mais c'était un bon exercice parce que finalement, je pense qu'on a gardé les 100 meilleurs produits. On a fait un lampadaire, des miroirs, des tabourets, Enfin, j'avais pas de limite sur la création et les échanges sont fluides et en 5 ans, leur équipe s'est vachement étoffée, leur savoir-faire aussi, leur engagement et leurs valeurs aussi. Enfin, c'était génial de bosser avec eux. Et tu fais dans ces cas-là, c'est transverse. Enfin, je sais même pas si on dit transverse. C'est mode et déco. En fait, c'est un univers que tu arrives à retranscrire à chaque fois, aussi bien en mode qu'en déco. Et puis on l'a fait du bébé et de l'enfant. Et c'était génial et tellement galvanisant de faire... presque la déco m'a plus éclaté que le vêtement, parce que le vêtement, je connaissais. Et je trouve que quand on fait une collaboration avec une autre marque, j'essaye toujours de voir...
l'apport en industrie que va nous apporter l'autre marque, parce que finalement, le vêtement, c'était moins cher que nous, ce qu'on propose. Donc c'était une sorte de cadeau à notre communauté. Il y avait peu de nouvelles pièces, mais c'était des best-sellers qui étaient édités dans des nouvelles collections. Mais par contre, la déco, c'était une page blanche, donc c'était... Enfin, je sais pas, je pétillais chaque jour en travaillant sur les 3D. Enfin, c'était génial. Pour chacune, quand même, des collections, même si elles étaient différentes, mais t'as une vraie signature. On peut reconnaître... Ah, tu trouves ? Ah ouais, moi je trouve. T'es pas consciente de ça ? Est-ce que tu le travailles justement ? Est-ce que c'est important d'avoir une signature pour toi, d'avoir un style, un univers ? Après, c'est difficile dans le sens, pour les vêtements, c'est très différent d'une collection à l'autre. Donc, c'est vrai que pour la déco, je voulais quand même qu'il y ait des univers différents, mais qu'on retrouve peut-être des formes. Donc, je pense, tu vois, entre Maison du Monde et Monoprix, il y a cette forme de donuts, dans la rondeur qu'on retrouve beaucoup et qu'on a essayé d'exporter sur The Lemonade Home. Et le donuts va devenir une sorte de petit boudin dans les prochaines collections. Enfin, c'est chouette c'est comme si on faisait du morphing entre les pièces. Donc ça, j'essaye de le travailler, mais des fois, c'est dur. On est aussi limité sur le savoir-faire, parce que pour The Lemonade Home, on travaille qu'en Europe, tout ce qui est céramique, donc on a moins de possibilités. Pour Maison du Monde ou Monoprix, c'était avec l'Asie, et on pouvait faire 4 couleurs sur un produit. Là, c'est plus compliqué au Portugal, donc j'essaie de trouver des moyens d'emboîter des pièces qui se fassent dans 2 bains de couleurs différentes pour en créer des bigous, mais... Je trouve que de la façon de la contrainte naît la créativité, donc c'est passionnant, mais c'est moins, je fais moins ma liste au Père Noël, quoi. Oui, comment t'as pensé cette collection ? C'était des choses que t'avais pas encore faites, que t'avais envie de en fait, c'est fort de nos anciennes collaborations. On savait ce qui avait très bien marché, on savait que les lampes étaient attendues, on savait que la vaisselle, ça marchait aussi, il fallait... Pour que ce soit aussi intéressant avec le Portugal, il fallait peut-être vendre les assiettes par 2 qu'à l'unité. Enfin, il y a eu 1000 réflexions autour de qu'est-ce qui avait bien fonctionné en collaboration et qu'est-ce qu'on était capable de faire au Portugal. C'est une sorte de casse-tête chinois et c'est arrivé. Oui, c'est comme pour la mode. La qualité et l'engagement un peu de la marque est très fort. Et pour cette ligne Home, ça a été aussi... C'était pas possible de faire autrement. Là, on est allé le plus loin, c'est pour les tapis, c'est en Inde, avec les fournisseurs de Monoprix. Parce qu'on n'a pas trouvé un savoir-faire et un prix qui soit assez OK pour nous. On a visité une usine de tapis au Portugal, mais à prix équivalent, il aurait fallu qu'on vende un tapis 1 500 € et clairement, c'était pas possible. Ça allait très certainement, mais on pouvait pas avoir, on va dire, une dichotomie dingue entre les prix de la maison et de la mode. Il fallait qu'on reste sur des choses assez cohérentes. Donc voilà. Ouais. T'avais la lampe, par exemple, tu parles de la lampe Pénélope, qui est une lampe Otari que t'avais montrée, qui était chinée sur le Bon Coin. Tu veux nous raconter l'histoire de cette lampe ? Alors la lampe Otari, je pense que je l'ai dans mon appart depuis 2009, peut-être 2008. C'est un jour où je suis étudiante et je vais au Puce et je la vois, cette lampe. Et je me dis ok, je sais pas, je m'arrête net, j'ai un coup de cœur, j'ai pas une thune. Et je la vois, elle coûte, je crois... 450 €, mais je l'envisage. Je me dis, ok, si je mange des nouilles instantanées pendant 2 mois, que je vends cette paire de chaussures, que je fais des calculs d'apothicaire pour me dire comment je fais pour l'avoir. Et je rentre, je me connecte et je tape sur le Bon Coin, lampe Otari. Et là, je la vois, 20 €. Je me dis, ok, il n'y a plus le globe. Je me dis, c'est pas grave, j'ai au BHV en acheter un, j'en ai vu l'autre jour. Et elle arrive en 1000 morceaux. Enfin, toute la queue est cassée, je suis inconsolable, mais je me décide de la recoller petit morceau par petit morceau. Et comment ça s'appelle ? Tu sais, les Japonais, ils mettent de la... Oui, le furoshiki... non. Je vais dire une bêtise. Donc, non, j'allais dire furoshiki, c'est pas furoshiki. C'est technique du... En fait, quand c'est cassé... Ouais, exactement. Ouais. Et non, j'ai mis du vernis en moule noire pour cacher qu'elle avait des varices, mais c'était OK. Et je lui ai fait un petit tutu en tulle blanc pour cacher un petit peu ça. Et j'adorais cet objet et tout le monde me parlait de cet objet et je racontais cette histoire. Et j'ai su qu'elle existait aussi en blanc. Et je n'ai eu de cesse pendant une dizaine d'années de la chercher en blanc et je l'ai trouvée.
beaucoup plus cher que 20 €, mais j'avais les deux. Et c'était un objet... je sais que c'était une recherche lampe Otari, Lisa Gachet. Il y avait des photos de chez moi sur Le Bon Coin avec cette photo. Enfin, la photo de chez moi qui disait « Je cherche cette lampe ». Et donc, on a fait des recherches d'antériorité. On a recherché le créateur, l'usine. On n'a rien trouvé. On a fait des demandes à l'INPI. On a pris des avocats en propriété intellectuelle. Il n'y avait rien. Donc, on a décidé de la rééditer avec le twist des donuts. Et du coup, on a fait un donut... un peu comme un cerceau sur le nez de l'Otari. Et en fait, on vient visser l'ampoule dans le nez de l'Otari, ce qui scelle, on va dire, le cerceau au-dessus de la tête de l'Otari. Et ça, techniquement, c'était très compliqué. Parce que souvent, dans les protos qu'on recevait, il y avait la douille qui dépassait du donut et ça me rendait dingue. On est allé au Portugal avec un anglais approximatif. J'ai expliqué ce que je voulais. Je suis rentrée avec ma petite Pénélope sous le bras. Mais qui a été sold out très vite. En fait, c'était un pré-order. Non, c'était un pré-order. Ah oui, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, on refait un pré-order à la fin du mois. Et pour la petite histoire, on fait une nouvelle couleur de donuts et on l'a fait en plus petit. Donc ça est la petite Pénélope qui va arriver. Gros succès. J'ai hâte de la voir en tout cas. De toute façon, c'est pas une petite collection. Il y a des coussins, des plaids, des sets, des serviettes, des thés, nappes. J'ai tout noté. Lampes, mobilier, bougies, vases, affiches, bougeoirs, mugs, assiettes. C'est une vraie collection. Tu te lances dans la déco ou c'était une petite capsule non, comme ça? Je pense qu'on va continuer. Enfin, c'est pas. Je pense, c'est sûr. C'est écrit dans l'année. Alors, je pense quel est le programme? Là, on a vendu presque 80% de tout ce qu'on avait produit. Donc c'est super, mais on y va à tâtons parce que c'est un pari quand même. C'est pas, enfin c'est une nouvelle, une nouvelle ligne. On veut pas faire d'erreur de stock, donc vraiment on avance doucement, mais sûrement. Et là, le chapitre 2, ça va s'appeler Breakfast Society. C'est autour du petit déjeuner. Il y a beaucoup de vaisselle et autant pour la première première collection, on avait des assiettes assez simples où on avait développé tout un graphisme avec ma graphiste de talent. Elle avait fait des trucs magnifiques. Et là, sur la deuxième partie, on a vraiment développé nos propres moules de vaisselle. Donc c'est là où je te parle des bains différents qui vont venir s'emboîter pour créer des nouveaux objets. J'ai très hâte de voir ces objets-là. On continue, il y aura des lampes, il y aura des plateaux, il y aura du linge de maison, voilà. Enfin, ça continue sur la même lancée. Et ça, on peut le trouver aussi bien en ligne qu'à la boutique. On n'a pas parlé, tu as ouvert une boutique qui est hyper jolie. Merci. En 2018. Et d'ailleurs, tu me disais qu'il y avait des choses que tu trouvais qui étaient encore très... actuelles, alors qu'il y avait des partis pris déco assez forts. Il y a pas mal c'était Fleur de Le Sal qui l'avait designé et il y avait pas mal de cannelures sur les murs. Et ça me fait penser un peu justement aux formes qu'on utilise aujourd'hui dans la déco de Lemonade Home. Enfin, voilà, c'était un petit aparté, mais... Et dans la boutique, on vend aussi bien... Enfin, on vend. Oui, viens vendre des choses. Tu vends aussi bien de la déco que la mode. Oui, exactement. Et en fait, on a vraiment fait toute une aile déco et c'est très chouette de voir l'univers prendre vie. Ça devient réel, quoi. C'est pas juste sur une petite étagère dans un coin de la boutique. C'est 35 mètres carrés à part entière dans la boutique. Et t'étais contente des retours? Ouais, super. Non, vraiment ravie. La qualité des produits, j'ai rien à redire. Je suis très fière du résultat. Oui, parce que je crois que t'avais peur d'avoir à justifier justement sur les prix. Après avoir bossé avec Maison du Monde et Monoprix, on peut se dire, tiens, la tasse, elle est un peu plus chère, etc. Ouais. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et je pense que les gens ont compris assez instinctivement que c'était fabriqué au Portugal, c'était des formes originales. Non, j'étais agréablement surprise et ravie. Soulagée aussi. Soulagée? Ouais. J'imagine, parce que vous travaillez dessus depuis combien de temps? Ça faisait un peu plus d'1 an qu'on travaillait dessus. C'était comme un second lancement, quoi. D'une nouvelle marque. Un 3e accouchement? Ouais. Un 4e accouchement après la boutique? Après la boutique, ouais. Non, c'était ça. J'aurais dit c'était mon 3e bébé récemment, mais non, je suis contente. C'est trop bien. C'est à la hauteur de mes espérances, donc c'est chouette. Et est-ce qu'on peut parler, tu me disais avant qu'on commence cette interview, il va peut-être y avoir une nouvelle boutique? Oui, il va y avoir une nouvelle boutique, pas à Paris, a priori, et encore.
Enfin, le projet 2024, c'est d'ouvrir une seconde boutique, donc on cherche un emplacement. Ce sera beaucoup plus petit, parce qu'aujourd'hui, la boutique du Quai de Valmy fait 380 mètres carrés. Là, ce serait plutôt un format plus conventionnel d'une boutique, on va dire, j'allais dire de mode, mais finalement, il n'y a pas que de la mode. Donc, ce sera plutôt, je pense, une centaine de mètres carrés. Que j'aimerais bien. Et je ne sais pas où, mais... À Bordeaux, d'où tu viens? Ouais, ce serait chouette, Bordeaux. J'aimerais bien. Alors, tu as un ADN qui est très fort. Et tu dis souvent, oui, je parlais en intro du mot positif. C'est la couleur, c'est une façon de te motiver. Je crois que ça a vraiment un impact sur ta vie. Ah ouais, clairement. Enfin, souvent, quand je regarde un mur chez moi coloré, ça me remplit de joie. Enfin, je peux fixer un objet, l'intensité colorée pour que ça me procure de la joie. Enfin, après, ça fait un peu chelou de dire ça, mais des fois, il y a 2 associations colorées. Là, je regarde mon tabouret kaki et cette lampe rose et je trouve la complémentarité dingue. Et enfin, Et tu n'as pas du tout peur de la couleur. C'est vrai que là, on est non. dans ton salon. Il y a du jaune, il y a du vert, il y a du rouge, il y a du rouge à côté du rose. Ouais. Comment tu mets ces couleurs en place? Est-ce que tu y penses ou est-ce que tu fais ça très spontanément? Alors écoute, c'est une bonne question. Je fais des choses assez spontanées, mais tu vois, il y a des risques limités dans le sens où il y a plein de couleurs. Moi, j'ai un canapé beige, enfin blanc. C'est par touche. Il y a un seul mur qui est vert. Enfin, je sais pas comment dire. Dans ma chambre, il y a des rayures bordeaux et rose, mais tout le mobilier en chêne clair. Enfin, c'est une question de dosage où je pense à la salle à manger. Il y a un papier peint qui est pêche dégradé. Et en fait, elle n'est pas pêche sur tout le mur. Enfin, c'est des espèces de... C'est mesuré, en fait. Ou la chambre de mes enfants, elle est verte et rose, mais c'est que le soubassement. Il y a de la respiration. Et non, j'ai pas très peur de la couleur. J'avoue que j'adore je disais le vert et le rose, je pense au rideau, mais j'adore aussi le rouge et le rose. Donc, ça me paraissait pas déconnant de les mettre ensemble. T'as l'impression d'oser ou pour toi, c'est complètement naturel? Parce que, et surtout, comment faire pour oser? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ne sait pas faire, qui n'ose pas faire. Toi, t'as un mur vert, ça te paraît peut-être très simple. Alors non, j'avoue que ce verre, il était assez écouillu. Mais j'avais vu une image d'inspiration où il y avait un mur vert avec une lampe, la Snoopy, orange devant. Et j'ai trouvé ça génial, ce contraste de couleurs. Et je me suis dit, ok, moi, il me faut une suspension orange devant mon mur vert. Donc, c'est ce que j'ai réussi à faire. Enfin, elle est là-haut, mais tu peux le voir aussi devant à certains moments. Enfin, je m'inspire beaucoup aussi de Pinterest, d'Instagram, et je vois des choses. Et je me dis, ok, faut trouver aussi le bon vert, faut être assez exigeant sur la teinte, parce qu'il y a vert et vert, il y a orange et orange. Mais je suis tellement été chiante sur je trouve qu'il y a trop de bleu dans ce rose, ou je trouve que il manque un petit peu de jaune dans ce vert, faut que ce soit cool. Enfin, je suis très très exigeante sur la chromie des photos. Donc, je sais à peu près. Donc tu fais un peu des essais. Ouais, je fais des essais. Waouh, j'ai envie de mettre de couleurs, c'est magique, ça marche. Ouais, ça marche souvent. C'est ton talent. Non, j'ai de la chance, mais des fois, tu vois, le mur vert, il est engagé quand même, ce mur vert. Je l'aime bien, mais quand on l'a posé la première fois, j'étais un peu genre, ah ouais, ok. Il est très très vert et non, c'est bien. Ce qui est engageant, moi je dirais, c'est de mettre un meuble de rangement jaune, une suspension orange, une lampe rose, etc. Ouais, mais je trouve que je sais pas, il y a un côté où j'ai la sensation que si un jour je me lasse de ça, je pourrais travailler en camailleux, tu vois, je me dire je pourrais faire un bureau par exemple où je mettrais de la nobilis, tu sais, de la paille japonaise un peu moutarde avec ça, et j'ai travaillé avec une moquette jaune, et j'aurais comme une petite box colorée, et du coup ça serait une autre utilisation de la couleur qui serait moins on va dire tranchée, mais moi ça me fait pas trop peur. Oui, non, mais c'est assez audacieux, mais c'est pas oppressant, c'est ce qui est magique quand même à chaque fois. Merci. J'avoue que je suis très je me dis que si ça va pas, je reprendrai. Finalement. Mais vous êtes 2 à vivre dans cet appartement. Ouais. Est-ce que c'est toi qui prends les décisions et qui
imposes? Non, j'impose rien. Qu'en dit l'autre? L'autre personne. L'autre sait à quel point la couleur est importante pour moi. Et longtemps, quand on a emménagé dans cet appart, avant que notre deuxième petit garçon arrive, c'est resté très neutre. Et même mon mec, il était là, mais ça va? J'étais là, ouais, j'ai du mal à me projeter. Enfin, j'étais aussi très enceinte. Et j'ai dit, ouais, j'ai du mal à... Je me sens bien nulle part. Parce que dans notre ancien appartement, tout était très coloré. Il y avait plein de petites boxes de couleurs. Et j'avais du mal à faire le deuil de cet appartement qu'on avait pensé de bout en bout. Et en arrivant ici, ouais, j'ai mis du temps. Et c'est lui qui m'a poussée à me dire, vas-y, mais fais ton lit, en fait. C'est important, je sais que t'en as besoin. Et donc, je lui faisais des petits moodboards avec... genre, ça, je pensais à ça, ce papier peint avec ça, qu'est-ce que t'en dis? Et des trucs qui m'a mis des énormes vétos. Non, c'est très OK. Nous, on va beaucoup, enfin je dis nous, ta communauté, il y a beaucoup de monde pour qui tu es très inspirante, tu es une personnalité inspirante. Et toi, où est-ce que tu vas? Qui tu suis? Ou qu'est-ce que tu regardes qui t'inspire? Je vais beaucoup sur Pinterest. J'avoue que c'est un muscle, en fait, la créativité. Je me fais entre 20 et 30 minutes de Pinterest par jour. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Tu tapes un mot-clé? Non, je laisse l'algorithme... Alors, tu te connectes et on te présente... Déjà, ma page, elle me montre des choses que j'ai déjà plus ou moins aimées. Enfin, elle sait que ça va être coloré. Elle va pas me proposer des looks beige ou des choses... Et je me laisse aller, je scrolle. Je dors très peu. Déjà parce que j'ai des enfants qui ne dorment pas, mais avant ça, j'étais un peu insomniaque. Et j'ai beaucoup sur Insta, mais c'est pas de la consommation, on va dire, où je vais me comparer à d'autres personnes. Je vais beaucoup suivre des tendances, des créateurs, des magazines de déco. Et pour être sûre que j'ai pas perdu mon temps, le lendemain matin, quand je me réveille, je vais regarder ce que j'ai enregistré. Et je vois que j'enregistre entre 15 et 20 images par jour, enfin, par nuit ou par jour. Et ça me nourrit. Je pense que ça me nourrit. Et aussi, ça me permet de faire une veille de qu'est-ce qui existe et il faut pas que je fasse la même chose. Donc, ça essaye de... Voilà. Oui, parce qu'on parle beaucoup d'Instagram, mais toi, tu dis Pinterest. Encore, je crois que ça a une vraie force. Hein, c'est qu'on en parle moins. On en parle moins, mais vraiment, je fais les deux. J'ai pas de préférence. Tu vois, cette nuit à 2h, j'ai fait un moodboard sur Pinterest pour un sujet qui était un peu problématique. J'arrivais pas à le sortir et c'est bon, c'est en cours. Ouais, j'allais dire comment tu penses ta déco, tu fais des moodboards. Ouais, je fais beaucoup de moodboards et je fais beaucoup, alors tu vas rigoler, sur Slide. Sur Google Slide, comme un Keynote ou un PowerPoint, je mets des blocs de couleurs et je détourne avec mon iPhone. Tu sais, quand tu appuies longtemps sur une photo, ça la détourne. Oui, mais alors, j'ai vu cette astuce, mais j'arrive pas à le faire. Je te montre après si tu veux. et je le colle dans mon slide et du coup, je me fais des mini intérieurs d'objets et j'ai une visualisation assez nette. Et là, je pense à ça parce que j'ai donc aménagé dans mes bureaux et c'est la première fois où j'ai une panne. Je pense que je l'ai tellement fantasmé, cet endroit. Je l'ai tellement attendu que j'arrivais pas à prendre de décision colorée. Et j'ai fait 1000 allers-retours. J'ai dit, OK, je vais faire ça, ça. J'ai choisi une enfilade Tilco rose Malabar. Ça, c'était sûr, j'en rêvais. Elle va être là. Mais quel mur je mets derrière? J'ai fait longtemps penser mettre la couleur Faro Ball Cola, qui est un marron un peu rouge. J'étais là, mais est-ce que c'est vraiment moi d'avoir un mur marron? Et puis, je voyais une petite étagère rouge dessus. Je sais pas, ça m'a travaillé. Et puis sinon, si je mettais des rayures jaunes, enfin, j'ai fait 1000 allers-retours et donc finalement, il a fallu que je m'arrête parce qu'il faut que je m'installe vraiment dans ce bureau pour passer à autre chose et que ça sorte de ma tête. Et là, j'ai commandé de la peinture chez Maison Jeannette Fuchsia. Enfin, ça s'appelle Crazy in Love et c'est un espèce de fuchsia un peu framboisé, écrasé, intense. Et je pense que ça va être beau avec l'enfilade de bubblegum là et genre ma petite Snoopy orange bientôt, la consécration d'une vie. Voilà. Ah, toi, t'es très créative, mais c'est un peu ton job. Donc, qu'est-ce que tu fais pour te détendre, te divertir? Pour me détendre et me divertir. Mais ça te divertit d'être sur Pinterest à 2h du mat? Ouais, en fait. J'ai l'impression. Je suis une grande... je regarde beaucoup de séries. C'est un peu là où je mets mon cerveau en pause. Et non, et si j'ai du temps libre, c'est pas très divertissant et reposant, mais je m'occupe de mes enfants. C'est une espèce de... Je suis émue de les voir... faire leur petite vie. Je lui parlais que ma fille, elle avait mis la table pour nous avec sa dînette et que ça m'avait émue de me dire juste de la regarder vivre, quoi. Enfin, c'est trop bien. Quels sont les indispensables, toi, pour se sentir bien dans une déco?
De se réapproprier justement l'inspiration de base et de faire, de s'entourer. J'avais beaucoup adhéré à la philosophie de Marie Kondo, de n'être entouré que d'objets qui t'apportent de la joie. Je suis très très bordélique, donc c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité quand je te dis ça, mais j'aime bien que chaque fois que je pose mes yeux sur quelque chose, j'aime ce que je vois et j'ai pas que des rideaux roses, c'est un velours d'aimant, la couleur elle est parfaite, ils sont lourds, ils sont bien coupés, genre ça me réjouit qu'ils tombent pile poil sur le sol, tu vois, c'est des micro détails, mais j'ai pas, mon œil se dit pas ah putain j'ai toujours pas fait ça. Enfin j'essaye pour me sentir bien, il faut que ce soit, je fais pièce par pièce et une fois que il y a pas d'inachevé quoi. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour les autres pour qu'ils se sentent bien dans leur déco? Pour toi c'est quoi? C'est justement d'être entouré d'objets un peu pas de superflu quoi. Et j'aime un détail qui a changé un peu la donne, c'est qu'on voit sous les meubles, qu'ils ne soient pas remplis et planqués des choses, ou mettre les meubles très près du sol pour éviter de se faire déborder par ranger, fourrer des trucs à droite à gauche. Je préfère épurer et faire du nettoyage par le vide et vraiment que les objets respirent. Je trouve qu'on se sent bien quand l'œil il est pas saturé par du fouillis autour quoi. Est-ce qu'il y a des marques que tu aimes particulièrement en déco? Des marques oui. Est-ce que tu es fan de marques et tu te dis cette marque-là, j'achète régulièrement chez eux, ou en fait tu es très ouverte? Je suis très ouverte. Après, je trouve que j'adore l'univers de la veste en mode et en déco, trop drôle. J'aime Lisa Corti. Après, je suis, tu vois, toutes les collabs de Monoprix, là, ce qui vont sortir avec Axel Shea. Je suis hystérique de trop de trucs, là, j'ai les pieds dans les starting blocks. Après, je trouve que la sélection de Made in Design est dingue aussi. J'ai pris pas mal de choses pour mon bureau là-bas. J'ai acheté des choses de NV Gallery aussi, que j'avais jamais pris pour mes bureaux. Et après, là où j'achète régulièrement, c'est Socialite Family. J'ai toujours du mal à le dire, ce Socialite Family. Tes rideaux en velours, c'est Socialite Family. Mes rideaux en velours, pas mal de vases. Si tu prends les choses avec un peu de hauteur, c'est que des choses qui sont très colorées et qui ont un vrai parti pris stylistique, quoi. S'il y a le feu, là, il faut vite qu'on parte. Et tu peux prendre 5 choses chez toi. Tu prends quoi? 5 choses? Ouais. Avant, je t'aurais dit ma lampe Otari. Maintenant, je sais que j'en ai d'autres, donc je prends mes 2 enfants, mon chat. Non, des choses, j'ai dit. Franchement, je prends rien. Non, je pense que... c'est intéressant. Non, je prends rien. T'es très bricoleuse. Tu sais faire, t'es douée de tes 10 mains. Est-ce qu'il y a des outils indispensables de tes 10 doigts, tes 2 mains? Est-ce qu'il y a des outils indispensables à avoir chez soi? Ouais, une perceuse. Ah, une perceuse. Une perceuse. Une perceuse visseuse, un truc. Franchement, ça. Pour poser une tringle à rideau, c'est quand même sympa. J'ai une grosse caisse à outils, j'avoue. Moi, je dirais des pinceaux, de la bâche. Une labâche? De la bâche. De la bâche. Pour repeindre un mur au débeauté. Non, je dirais une perceuse. Enfin, s'il y a quelque chose à avoir, c'est perceuse visseuse, qui fait les 2. Un marteau, évidemment. Un set de tournevis avec différentes embouts. Et voilà. Mais le kit Ikea est très bien. Il y a la visseuse perceuse. T'as aussi les embouts de tournevis avec quelques vis et chevilles. Moi, ça j'ai longtemps eu ça pour commencer. Et après, mon père s'est mis à m'offrir des outils à Noël. Donc, j'ai une petite sauteuse, j'ai une ponceuse. Et tu mets ça où? T'as une cave? Non, j'ai une grande caisse qui est sous mon lit avec tous mes outils. C'est un peu genre tueur en série d'avoir ça sous son lit, mais j'ai tout ça. Il y a quoi? Tiens, on est dans ta chambre. Qu'est-ce qu'il y a sur ta table de chevet? Mon réveil qui projette l'heure au plafond. Il est très moche, mais c'est très efficace pour voir à quelle heure il faut se lever pour aller donner un biberon. Non, il y a une lampe Otari, mon rat du réveil et des livres que je ne lis pas parce que je m'endors trop vite, mais je me réveille plus tard. On a bientôt terminé. Tu te vois où dans 10 ans? Je me vois loin de Paris. Je me vois dans une grande maison avec plein de pièces, avec des décos complètement différentes.
J'ai fait l'exercice il n'y a pas très longtemps et je crois que j'ai envie de faire pousser des choses, que ce soit des légumes, des fleurs, des enfants. J'ai envie de faire pousser des choses loin de Paris, en gros. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile dans ton quotidien, un envers du décor qu'on soupçonne pas, mais qui est quand même intéressant de partager ? Oui, c'est le manque de temps en fait. On n'a pas de relais avec mon mec, on a 2 enfants en bas âge. Mes journées, elles commencent à 10h parce que je le décide, parce que chaque jour je prends 1 heure pour moi pour aller au sport. Mais du coup, ça commence à 10h et ça finit à 18h30. Donc il faut faire beaucoup de choses en très peu de temps et je dirais de pas avoir de relais de famille autour de nous. C'est difficile, mais on sait que c'est qu'une période. Ouais. C'est ça qu'il faut avoir comme on va dire comme ligne de mire, de se dire qu'on est dans le dur parce qu'ils sont petits, mais chaque mois ça va un peu mieux, quoi. Et pourtant, tu as réussi à faire énormément de choses en parallèle. Oui, mais c'est vrai que c'est aussi faire le deuil de sa vie d'avant. Il y a forcément une partie, un pan de sa vie, je pense à ma vie sociale qui a pris un coup avec l'arrivée des enfants, parce que sortir ou dormir, même si je dors pas beaucoup, mes soirées... Je préfère me reposer parce que je sais que le lendemain, ça sera un marathon. Donc, je dirais que ça, pour l'instant, c'est un petit peu dur, cette partie-là. Ouais, j'imagine. Et dernière question rituelle, si tu faisais un dîner avec 6 invités que tu choisis, aussi bien qu'ils soient vivants ou morts, connus ou pas connus, qui seraient-ils ? Ouais. N'importe qui, hein. Ça peut être le magicien d'Oz, enfin tu vois, ça peut être irréel, ça peut être... Donc je te dis un truc que tu pourrais sortir. Donc c'est pas forcément mes amis, du coup, faut que... Mais bon, là, spontanément, je dirais mes amis. Mais non, c'est pas facile. Puis je suis un peu timide quand même, donc du coup, ça voudrait dire qu'il faut que je sorte de ma zone de confort pour aller leur parler. On dit souvent avec mon mec qu'on inviterait bien Pio Marmaille, on pense qu'on se marrerait bien. Je crois que j'inviterais Jennifer Aniston. Je la redécouvre là dans The Morning Show, que j'adore. Ouais, j'inviterais Jen. Voilà, on va l'appeler comme ça. Et j'inviterais Brad Pitt du coup pour que peut-être ils se remettent ensemble. Ça me ferait vraiment plaisir. Enfin, si alors on a envie, hein, évidemment. Ah, j'aime bien Sofia Amoruso. Tu sais, la fondatrice de The Nasty Gal. C'est même pas ce que c'est. Tu me colles en direct, mais c'est la honte. C'est une Américaine qui a monté... elle avait fait elle fait chiner des fringues qu'elle vendait sur eBay et elle a monté le e-shop The Nasty Gal. C'est elle qui a écrit The Girl Boss, qui a revendu, qui fait plein de choses. Et je trouve assez inspirante. J'inviterais qui d'autre ? Un petit dernier, allez, un seul ? Oui, allez, t'en as 5 là. Ouais, j'inviterais Peter Pan. Voilà. Sympa. Ouais. Bon, merci beaucoup Lisa de m'avoir reçue chez toi et pour tout ce que tu nous as partagé. Et avec plaisir. Et merci, tu peux aller libérer le chat parce que j'ai très peur des chats et elle a enfermé le chat. Donc on va aller le libérer. Merci Lisa. Merci au revoir. Le décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.